29 novembre 1975. Un avion privé s'écrase dans le brouillard au nord de Londres. À son bord, 6 hommes, aucun survivant. Parmi eux, un pilote automobile légendaire, l'un des plus grands que la couronne britannique ait connu. Et encore aujourd'hui, c'est le seul détenteur de la triple couronne en sport automobile. Personne d'autre dans le monde n'a réussi cet exploit. Et vous allez voir que ce n'est pas rien. Et pourtant, la vie de Graham Hill s'est terminée dans un champ, sur un vol qu'il pilotait lui-même. Cette vidéo, c'est pas juste l'histoire d'un pilote, c'est celle d'un homme qui a défié les règles, résisté aux chutes et remonté chaque pente pour finir brisé là où lui-même ne s'y attendait pas. Moi, c'est Helmut et laissez-moi vous conter l'histoire de Graham Hill. Graham Hill est né en 1929 dans une famille qui n'a pas beaucoup d'argent. Ses parents sont des gens courageux et il commence à comprendre que la vie, ce n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Après ses études, il commence à travailler comme ingénieur mécanicien dans une horlogerie. L'entreprise s'appelle Smith Instrument et fabrique entre autres des instruments de mesure comme des compteurs ou des manomètres. Le matin, Graham part bosser à pied et le soir, il rentre à pied. Oui, Graham n'a pas le permis et ce n'est qu'en 1953, à l'âge de 24 ans, qu'il décide enfin d'obtenir son papier rose, même si je n'ai aucune certitude que le papier soit rose en Angleterre. Graham n'a pas grandi avec des rêves de vitesse, c'est un simple mécanicien, travailleur et curieux. Mais il est déjà sportif, il fait de l'aviron. Il découvre le sport automobile un peu par hasard. Pour fêter son permis, un collègue de travail l'invite à essayer une Formule 3. Pour 5 shillings, une école de pilotage loue cette Cooper de course pour un tour de piste. Graham grimpe dans la Cooper, fait son tour de piste et, sans réfléchir, il décide de quitter son taf pour devenir pilote professionnel. Alors oui, il n'a pas le talent des jeunes prodiges de sa génération, mais il a ce que les autres n'ont pas, une volonté féroce. Graham propose alors ses services et effectue des petits travaux dans une école de pilotage de Londres. L'école lui permet de faire quelques tours de piste gratuitement en fin de journée, de temps en temps. Et à force de se faire des amis, il finit par sympathiser avec des grands noms de la course. Il devient par exemple pote avec Colin Chapman, directeur de l'écurie Lotus. Alors il est d'abord recruté en tant que mécanicien, et puis Lotus donne à Graham la chance de prendre le volant dans des épreuves mineures, et l'anglais se démerde pas trop mal. Mais Graham, il a les dents longues. Lotus ne lui donne pas assez sa chance selon lui, et en 1957, il se barre chez Cooper et pose son postérieur dans une Formule 2. Bon, la Formule 2, c'est pas encore la Formule 1, mais ni vu ni connu, le pauvre mécanicien d'horlogerie va commencer à faire parler de lui, à tel point que Chapman chez Lotus revient le voir un peu plus tard pour lui proposer une place en Formule 1. Si on résume, Graham, il a son permis à 24 ans, il fait un tour de circuit à 5 shillings, il adore, il quitte son taf, il fait quelques courses avec Lotus, mais il en veut plus, il se barre chez Cooper, il apprend à piloter, on voit qu'il a des capacités, et Lotus le veut en Formule 1. Et donc en 1958, il signe comme pilote de Formule 1 chez Lotus. C'est comme si moi, à bientôt 40 balais, je quittais mon taf pour devenir pilote de course, ou pire encore, créer une chaîne YouTube à succès. Abonnez-vous. Bon ok, Graham signe chez Lotus en 1958, mais Lotus c'est pas encore une écurie de fou, elle débute. Avec la Lotus 12 puis la Lotus 16, Graham ne fera pas mieux que 6ème au Grand Prix d'Italie pour sa première saison. Sous-entendu, il fera pire que 6ème aux autres courses. À partir de 59, sa Lotus 16 évolue et sur le papier, Graham a enfin une chance de faire des bonnes performances. Mais, manque de peau, sa caisse va aller de panne en panne. Comment pourrait-il espérer gagner dans ces conditions? Eh ben, en claquant la porte de chez Lotus. Oui. Et Graham se barre chez BRM. Et tout ça, ça plaît pas du tout à Lotus et encore moins à son directeur Colin Chapman. Ce dernier va d'ailleurs emmener Graham Hill au tribunal pour abandon de poste. Mais l'anglais moustachu s'en bat les pneus. En allant chez BRM, il a enfin une voiture digne de ce nom en termes de performance. 1960, ce sera donc une saison de transition pour Graham. Il réalise de bonnes performances et termine même 3ème au Grand Prix des Pays-Bas. Sa saison est donc partagée entre éclairs de génie sur la piste, erreurs de pilotage et casse mécanique. La saison suivante, en 61, Graham compte bien continuer son évolution et remporter ses premières victoires. Mais la voiture n'est pas encore au niveau et Graham fera finalement moins bien que la saison précédente. C'est à partir de 1962 que l'écurie BRM et Graham commencent la saison plein d'espoir. Et il ne va pas se priver pour montrer qu'il a un rôle à jouer sur la piste. Du côté de la concurrence, Lotus commence aussi à faire très mal de son côté. Pendant le Grand Prix des Pays-Bas, l'anglais arrive à terminer premier, mais il doit abandonner à Monaco et perd ensuite face à Jim Clark et sa Lotus en Belgique. C'est
C'est au 93e tour que l'abandon soudain de Graham Hill allait offrir la victoire au Néo-Zélandais McLaren. Puis c'est au Grand Prix de France à Rouen et ensuite en Angleterre que Jim Clark va s'imposer et reprendre la première place du classement général. Mais Graham va faire parler la poudre sur le circuit le plus difficile, le Nürburgring. Oui, j'ai pris des cours d'allemand pour apprendre à bien prononcer. Bref, sous la pluie, l'anglais enchaîne les tours du circuit. Il est à la lutte avec Dan Gurney et John Surtees. On parle de deux pointures de la course. Et ça ne va pas l'empêcher de gagner. Et en profite pour reprendre la tête du classement. Puis, c'est en Italie que Graham s'impose. Et maintenant, il a 10 points d'avance sur Bruce McLaren et Jim Clark. L'anglais est donc aux portes de son premier titre de champion du monde. Et Jim Clark ne compte pas laisser la victoire lui échapper. Il remporte la course suivante et avant la dernière course de la saison en Afrique du Sud, notre cher Graham n'a plus tant d'avance que ça. Afrique du Sud, Clark prend la pole position et s'élancera donc premier pour une course qui semble être plus qu'à sa portée. Dès le départ, le pilote écossais prend la tête. Il sent que la victoire finale est pour lui et espère passer devant Graham Hill sur le fil. À 20 tours de l'arrivée, Graham n'est virtuellement plus premier du championnat. Mais à quelques tours de l'arrivée, le moteur de la Lotus de Clark rend ses derniers tours. Graham termine sereinement sa course et est sacré champion du monde pour la première fois de sa carrière. Lui, le petit mécanicien horloger, a remis les pendules à l'heure. Graham Hill, qui partait de loin, montre qu'il n'est pas qu'un pilote. Non, c'est une icône. L'homme à la moustache, le gentleman racer, le pilote qui serre les dents en piste et qui fait des blagues en dehors. Et on verra que ça aurait une incidence sur la suite de ses aventures. En 1963, Graham commence la saison avec la casquette de champion en titre et sur le circuit de Monaco. Une fois encore, Jim Clark est devant, mais il doit abandonner, ce qui permet à Graham de remporter Monaco pour la première fois de sa carrière. Le Britannique va aussi remporter le Grand Prix des États-Unis à la fin de la saison. Et entre la première et la dernière course, c'est la traversée du désert. Ses résultats ne sont pas forcément mauvais, mais ce n'est pas suffisant pour lutter pour le titre de champion. Surtout que son rival, Jim Clark, n'a pas de gros problèmes mécaniques et reste solidement accroché à la première place du classement général, telle une moule à son rocher, bien entendu. Graham termine quand même deuxième du classement en 63, avec une voiture moins performante que ses adversaires. Bah franchement, c'est pas si mal. Pour la saison suivante, en 64, l'écurie BRM doit impérativement améliorer la voiture. Sans ça, c'est sûr, Graham Hill ne pourra pas gagner et Lotus va encore dominer tout le monde. La preuve, Pays-Bas, Belgique, Grande-Bretagne, Jim Clark s'impose face à Graham. Mais notre moustachu va encore une fois remporter Monaco. Il termine deuxième en Allemagne, juste derrière Ferrari. Et depuis le début de la saison 64, Graham est très régulier. Il ne gagne pas beaucoup de courses, mais il est souvent là, sur le podium. Tout va alors se jouer pendant la dernière course. Une fois encore, la grande finale. 65 000 spectateurs, un soleil de plomb et des températures suffocantes. Ce Grand Prix de Mexico est plein de promesses. Graham Hill et John Surtees sont les mieux placés pour devenir champions. Mais Jim Clark n'est pas très loin. Les moteurs souffrent de l'altitude. À plus de 2000 mètres, la puissance est fortement réduite pour tout le monde à cause du manque d'oxygène. Et oui, un moteur, ça a besoin d'essence et d'oxygène pour fonctionner. Moins il y en a, moins ça marche. Graham fait des qualifications très moyennes et partira de la 6e position. Ça craint. En plus, les choses ne vont pas aller en s'améliorant. Graham fait un très mauvais départ de course. La faute à l'élastique de ses lunettes qui ne tenait pas. C'est con quand même. Les pilotes ont déjà fait plusieurs tours de piste et Graham est en 10e place. Petit à petit, la course s'équilibre un peu. Graham dépasse son coéquipier Richie Ginter et remonte tant bien que mal à la 7e place. À ce moment-là de la course, le titre de champion du monde est clairement en train d'échapper des mains du moustachu. Alors il va prendre le taureau par les cornes, il dépasse de nouveaux adversaires, il est 5e. Il continue sa progression et passe 4e. Au cul du pilote italien Bandini, il le dépasse et se retrouve 3e. Et à ce moment-là, Graham est virtuellement champion du monde. Mais l'italien Bandini est vexé. Il tente de reprendre la 3e place à Graham. Il le colle à son tour et attaque l'anglais dès qu'il le peut. Graham est vénère, l'italien prend trop de risques et les deux pilotes pourraient bien se retrouver au tas. Et ça va pas louper. Au 31e tour, la Ferrari de Bandini percute l'arrière de la BRM de Graham. Les deux voitures partent en tête à queue. Bandini parvient à
repartir, mais Graham est beaucoup moins chanceux. Les sorties d'échappement de son moteur ont été pliées par le choc et il doit rejoindre son stand pour les faire couper. Déjà que la voiture a du mal avec l'altitude, imaginez si en plus vous bouchez l'échappement. À partir de là, Graham perd tout espoir. Son rêve de gagner le titre de champion du monde une deuxième fois d'affilée s'envole. C'est John Surtees avec sa Ferrari qui devient champion du monde. Surtees termine deuxième de la course grâce à son coéquipier Bandini qui le laisse passer. Bandini, c'est celui qui a percuté Graham. Si je résume, si Graham avait fini deuxième de la course, il aurait été champion. Est-ce que Bandini n'aurait pas fait exprès de percuter l'anglais pour permettre à son coéquipier Surtees d'être champion? La question se pose. En tout cas, Graham est écœuré et il déclarera à la fin de la course: on peut dire que Bandini a bien mérité son salaire. L'année suivante, en 65, Graham va terminer une fois encore vice-champion du monde. Il n'avait malheureusement pas la moindre chance face à la Lotus de son éternel rival, Jim Clark. Et même si Lotus est devant, Graham est encore une fois régulier tout au long de la saison et il remporte le Grand Prix de Monaco. Le moustachu se sent décidément bien sur la Côte d'Azur. L'année suivante, en 66, tout devient beaucoup plus compliqué. La réglementation des moteurs de Formule 1 change et BRM, l'écurie de Graham, va faire de la grosse merdasse. La voiture est lourde, imprécise et n'est pas du tout au niveau. Résultat, Graham termine 5e au classement général à la fin de la saison. L'anglais va alors décider de changer un peu d'air et de rendre visite à ses cousins américains. Graham veut se lancer un nouveau défi. Il va participer aux 500 miles d'Indianapolis au volant d'une Lola Ford T90. Pour ceux qui ne connaissent pas les 500 miles d'Indianapolis, c'est une course qui se déroule avec des voitures qui ressemblent à des Formule 1, mais c'est pas des Formule 1. On va pas rentrer dans les détails. Le circuit, c'est un ovale, il y a 200 tours au programme, il n'y a pas besoin d'avoir une caisse qui enchaîne les virages, faut juste savoir aller vite. Et à ces vitesses-là, faut aussi être très précis avec le volant. Ça a pas l'air d'être très sexy comme course dit comme ça, mais c'est une course mythique. Et au milieu des pilotes américains, personne n'attend un Anglais moustachu sur l'ovale. Il n'est qu'un Européen de plus venu s'essayer à l'impossible. La course commence de manière chaotique. C'est le bordel. Une bonne partie des concurrents doit abandonner après le premier tour dans un carambolage général. Mais Graham n'en fait pas partie et se lance à la poursuite du pilote de tête. Et à ce moment-là, la tête de la course bas, elle est occupée par 3 sujets de Sa Majesté qui dominent littéralement la course américaine. Jim Clark, encore lui, Jackie Stewart et Graham Hill se tirent la bourre pour remporter la prestigieuse course. À quelques tours de l'arrivée, Jackie Stewart est devant, mais sa voiture n'ira pas jusqu'au bout. Et Graham en profite alors pour prendre la première place et ne la lâchera pas. 500 miles, 200 tours, 3 heures de tension, Graham triomphe. L'Angleterre exulte, l'Amérique s'incline, 3 pilotes anglais aux 3 premières places. Et Graham Hill devient un monument vivant. Et avec son escapade aux États-Unis, eh bien même Hollywood repère le moustachu. Oui, le cinéma. Graham Hill participe à plusieurs films entre la fin des années 60 et le début des années 70. Il n'est pas juste bon avec un volant dans les mains. Bon, après, c'était pas non plus un acteur de ouf, mais il avait la gueule pour. Allez, fin de la blague. Il est temps pour Graham de traverser l'Atlantique dans l'autre sens et de se remettre à la Formule 1. Il quitte l'écurie BRM et revient chez Lotus. Colin Chapman, lui, il a pas envie. Mais Ford est venu mettre un bon paquet de pognon sur la table pour filer un coup de main financier à Lotus. Donc le directeur de Lotus n'a pas vraiment le choix. Il lui faut 2 stars du pilotage dans son équipe. Et avec Jim Clark déjà présent et l'arrivée de Graham, on est bien sur un casting de rêve. En plus, la Lotus 49 que les 2 pilotes vont utiliser promet de beaux résultats. Mais Graham aura pas mal de galères durant la saison 67 et il ne fera pas mieux qu'une 6e place au classement général. L'année suivante, en 68, le vieillissant Graham n'y arrive plus. Bientôt 40 ans, il est surtout un coéquipier de choix pour aider Jim Clark à gagner le titre. Mais en avril 1968, tout bascule. Lors d'une course de Formule 2 en Allemagne, Jim Clark se tue littéralement au volant. Graham est alors le seul espoir pour Lotus d'obtenir quelques bons résultats. Il gagne au Grand Prix d'Espagne, puis, comme à son habitude, en bon roi de Monaco qu'il est, il gagne le Grand Prix de Monaco. Et d'ailleurs, trouvé une archive de Graham Hill qui explique le tracé de Monaco. Je vous mets un extrait, vous allez voir que chaque détail a son importance. You get everything that you meet on a public road. Lampposts, trees, nightclubs, houses, hotels, curbs, gutters. You know, it's a proper road race, and in the true meaning of the word, we're
When motor racing was first originated, it was on the public roads, on public highways. Ce n'est pas pour rien que Graham est surnommé le King of Monaco. Le vieux se retrouve alors en tête du classement des pilotes. Il est suivi par Jackie Stewart. L'heure de vérité aura lieu, comme 4 ans plus tôt, en fin de saison, au Grand Prix du Mexique. Mais cette fois-ci, ce sera beaucoup plus simple pour Graham. L'Anglais est en tête pendant 58 tours sur un total de 65. Graham remporte le Grand Prix et décroche son 2e titre de champion du monde. Alors l'année suivante, le pilote Lotus est pressenti pour remporter son 3e titre mondial. Saison 69, Grand Prix de Monaco, Graham termine encore une fois premier. Mais ce sera son seul coup d'éclat de la saison. Ça fait quand même 5 fois qu'il gagne Monaco et les journalistes le surnomment Mister Monaco. Il faudra attendre presque 25 ans pour qu'un certain Ayrton Senna arrive à faire aussi bien. Et puis, Graham a un nouveau coéquipier chez Lotus, le jeune et talentueux Jochen Rindt, dont on a déjà parlé sur cette chaîne. Si vous ne connaissez pas son histoire, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Franchement, ça vaut grave le coup. C'est le seul pilote à avoir été champion du monde alors qu'il était déjà mort. Et j'en profite pour vous obliger à vous abonner à cette chaîne. Bah ouais, parce que quand je vous le demande gentiment, bah vous le faites pas. Il y a plus de 96% d'entre vous qui regardez les vidéos sans être abonnés. Alors du coup, c'est un ordre, abonnez-vous. Mais revenons-en à nos moutons. Graham Hill fait donc une saison 1969 bien pâle en termes de résultats. Pire, au Grand Prix de Watkins Glen aux États-Unis, l'Anglais part en tête à queue en début de course et son moteur cale. Il est donc obligé de descendre de voiture et de pousser cette dernière pour repartir. Et bien sûr, pour ne pas perdre trop de temps, l'Anglais ne boucle pas son harnais de sécurité. Et ce qui devait arriver arriva. Quelques virages plus tard, Graham perd le contrôle de sa Lotus, il percute la barrière de sécurité dans un choc d'une violence extrême et se fait littéralement éjecter de sa voiture. Il a alors les 2 jambes brisées et même si Graham est une force de la nature, ses chances de reprendre le volant un jour sont alors extrêmement minces. Mais Graham Hill, c'est pas un type comme les autres. Il refuse son sort. Il lutte pour sa survie. Jour après jour, semaine après semaine, il réapprend à marcher et reprend le volant à partir de 1970. Et il court désormais pour une petite écurie indépendante. En 71, il signe chez Brabham. Mais cette année-là, comme l'année 70, il ne fait que lutter en fond de grille. L'Anglais insiste, mais clairement, il n'est plus trop dans le coup. Il est trop vieux. Mais Graham ne va quand même pas partir à la retraite comme ça, merde. Ah oui, il a gagné les 500 miles d'Indianapolis. Il a été plusieurs fois champion du monde de Formule 1 et a remporté Monaco à plusieurs reprises. Alors pourquoi s'arrêter là? En 72, il fait équipe avec le français Henri Pescarolo pour participer aux 24 heures du Mans. Soyons fous. Au volant d'une Matra MS 670, pour les plus connaisseurs, les 2 hommes profitent du terrible accident de Ferrari après la nuit pour remporter les 24 heures du Mans. Et oui, Graham Hill, 40 ans passés, remporte son 3e trophée majeur et devient le seul pilote de l'histoire à remporter la triple couronne. Grand Prix de Monaco donc, 500 miles d'Indianapolis et les 24 heures du Mans. Graham ne veut clairement pas raccrocher. Il fonde Embassy Hill, sa propre écurie. Il recrute des jeunes pilotes prometteurs et il devient mentor, patron et il continue de piloter. Mais bon, les résultats ne viennent pas. Le budget manque, les échecs s'enchaînent et pourtant, il continue, il y croit. En novembre 1975, il participe aux essais pour le Grand Prix de France. Et à la fin de la journée, comme prévu, la petite équipe rentrera en Angleterre avec l'avion privé de Graham. Il fait nuit, il pleut et il y a du brouillard. Graham est aux commandes de l'appareil. L'équipe traverse la Manche sans trop de problèmes. L'avion doit se poser à Elstree, au nord de Londres. Graham entame la descente pour l'atterrissage, mais avec cette météo pourrie, il ne remarque pas qu'il vole trop bas. Soudain, une des ailes de l'avion touche un arbre. Graham ne peut plus rien faire et l'avion vient s'écraser au milieu d'un champ. Graham Hill, les jeunes pilotes et certains ingénieurs de l'écurie sont morts. Tous morts. L'écurie finit par disparaître et avec elle, l'homme qui avait survécu à tant de choses dans sa carrière. Ce n'est pas la vitesse qui a tué Graham Hill, mais sa volonté de continuer. Le fils de Graham, Damon, perd son père à l'âge de 15 ans. Damon gagnera lui aussi un titre mondial en Formule 1. Le premier fils de champion à lui aussi devenir champion. Et l'ombre de son père plane toujours sur le paddock. L'homme qui avait tout gagné et tout perdu. Pas dans un virage, pas dans une course, non, mais dans ce dernier vol où il croyait encore être maître de son destin. Derrière la légende, il y a un homme qui a couru toute sa vie contre la fatalité, et il a tenu tête à la mort jusqu'à ce qu'elle le rattrape dans un champ anglais.
Merci à vous d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un j'aime et à vous abonner. Et bien sûr, racontez-moi en commentaire ce qui vous a le plus marqué sur la carrière de ce grand pilote anglais à la gueule hollywoodienne. Et souvenez-vous, dans les courses comme dans la vie, il y a ceux qui s'arrêtent et ceux qui foncent jusqu'au bout. Salut la copinade!